They do have a timeout. Decide not to use it. Curry, way downtown. Bang! James on the drive. Anthony for three. Puts it in. You can't keep jumping that high, man. Says who? Bryant for the win. Règle numéro 1, ne jamais chercher le tsar. Règle numéro 2, si vous le faites quand même, attention à bien vous protéger. Eux sont un peu plus calmes sur le terrain et ils enchaînent les grosses perfs. Killian Hayes et Théo Malédon régalent et révèlent enfin leur vrai potentiel. Du côté des Lakers, Anthony Davis est hors norme, à tel point qu'il s'impose comme le fer de lance de la franchise. Doit-il devenir le patron des Lakers ? Le patron chez les Suns, c'est bien lui. Devin Booker tourne à quasiment 30 points de moyenne et vient d'être élu joueur du mois de novembre. Et pourtant, il reste sous-coté. Mérite-t-il un autre traitement ? C'est notre débat. Suns et Celtics ont un point commun. Leurs coachs sont géniaux. Joe Mazzulla et Monty Williams sont les entraîneurs du mois de novembre. Une distinction qui vient récompenser leur début de saison quasi parfait. On en parle dans le Focus. Hype. Épisode 9. Saison 2. Sur un programme présenté par Lucien Gérand, notre chef d'édition, nouvelle émission Hype, nouvelle semaine Hype avec un homme dangereux qu'on découvre à l'antenne. Angelo, comment il va ? Ça va très bien. Ça va ? Ouais, vous aviez prévenu que vous alliez faire un truc bizarre. Je le savais que je pouvais pas vous faire C'est confiance. toi qui fais des trucs bizarres sur le terrain plutôt, non ? Non, il faut savoir défendre son steak. Bon, on a vu ça. On va discuter d'ailleurs de NBA aussi avec toi, peut-être plus sur les terrains qu'en dehors. On accueille nos deux Américains. Le premier est du côté de San Francisco, Melvin Carcentier. Salut Melvin. Salut Sylvain, salut les gars, comment ça va ? On va très très bien. Ton acolyte américain du côté de New York est là aussi. Antoine, comment il va ? Salut à tous, ravi d'être là, ravi de voir Kevin aussi. Oui, Kevin, on va le présenter. On va le présenter dans quelques secondes. On a une légende du basket français avec nous qui fait son retour. On l'a pas vu depuis quelques semaines. Fred Weiss, toujours bien vêtu, avec son petit t-shirt Big Camp. Bien sûr. Toujours comme d'hab. Tu as bien fait de nous mettre à l'opposé de ce gars. Il est trop dangereux, nous on est pisse, tu vois. Vraiment, on veut pas la guerre. Pourtant, vous êtes un peu plus Oui, costaud mais quand même. justement, les gros chiens, ça n'aboie pas. Ce n'est pas un gros chien. Bon, on est... on va pas en Je suis pas un petit chien. On va C'est pas en un débattre, chien moyen. messieurs. Finissons la Je suis présentation. plutôt malinois, non, tu vois ? On est fiers d'accueillir un homme avec qui je discute en off autour de l'émission, les thèmes de l'émission. Il discute aussi beaucoup basket NBA avec nos copains de First Team. Kevin Séraphin, passé par la NBA, New York, les Washington Wizards aussi, les Pacers. Salut. Comment tu vas, Kevin ? Ça va très très bien. Merci d'être là. On sait que tu es encore intéressé par l'actualité NBA, même si tu n'es plus un joueur NBA, c'est des choses qui t'intéressent. On va essayer de discuter un peu avec toi d'ailleurs en fin d'émission, des thèmes qu'on a abordés il y a quelques semaines. On sait que ça t'a fait réagir notamment. Et d'un Français à un autre, même de trois Français à un autre, on va passer... Il y a un Deux Italo. Français et demi. C'est quand même un grec. Non, il est quand même italo-germanique, notre ami Weiss, donc voilà. Bon, on va dire qu'on est tous un peu français ici. On va parler des Français dans le French Corner. C'est parti. Un gros programme, les French Corner chez nous, c'est les Français de NBA. On fait un petit peu le tour de leur saison, Nicolas Batum, Evan Fournier, Rudy Gobert. Et on va parler là, cette semaine, de deux jeunes Français, Théo Malédon et Killian Hayes, qui sont tous les trois poste 1 et tous les trois dans leur troisième saison NBA. On a parlé de Killian Hayes un petit peu en début d'année avec toi, Angelo, pardon. Pointer un peu la difficulté de sa progression. On le voit d'ailleurs être un petit peu mieux, notre ami Killian Hayes. On pointait du doigt, mais j'avais prévenu qu'il était capable de faire les performances qu'il fait actuellement. Ouais. Et voilà, je reste sur ma position et je suis satisfait qu'il démontre ses qualités avec un peu d'opportunité. Alors le malheur des uns fait le bonheur des autres et c'est ce qu'il est en train de faire. Exactement, on va en parler. On les présente d'abord, les deux. On commence par Killian Hayes, poste 1, on l'a dit, 1m96, troisième saison NBA et à 7 points, 7 en carrière. 7 points, 3 rebonds et 4,5 passes, drafté 7. Donc le Français le plus haut drafté de l'histoire, il faut le rappeler. Encore quelques mois, parce que ça devrait changer dans quelques mois avec Victor. Et on présente aussi directement Théo Malédon. Théo Malédon, 21 ans, pareil, un petit peu plus petit, 1m93, passé par l'Asvel. Théo Malédon, il faut se le rappeler, une belle saison en Euroleague. 8 points, 3 rebonds et quasiment 3 passes pour
pour Théo Malédon qui avait commencé sa carrière du côté d'OKC, hein. Voilà, qui est maintenant du côté des 3 Pistons. Question tout de suite à Kevin. Comment tu analyses là, avec un petit peu de recul, la saison des 2 Français de NBA, donc Killian Hayes et Théo Malédon? Je vois un Théo qui se retrouve à Charlotte et qui peut enfin faire quelque chose, parce qu'après sa première saison, quand même, j'avais pas trouvé ça juste. Okay. Quand on le remplace aussi facilement et qu'on ramène quelqu'un à sa position et pour le mettre derrière. Et après, Kylian, c'était une question de temps. Pour moi, je sais un peu comment fonctionne la NBA avec quand t'es rookie, c'est des projets. Je sais pour regarder votre débat la dernière fois, je sais que beaucoup des gens espèrent qu'un joueur arrive et qu'il soit prêt, mais il y en a qui sont prêts, il y en a qui sont pas prêts. Et c'est pour ça qu'ils ont inventé le système ils mettent 4 ans sur les premiers contrats où pour laisser le temps de au développer. développement du joueur. Donc et lui, c'est clairement un joueur de projet pour Détroit, et c'est comme ça que je le vois, et je suis content de voir que lui, maintenant, il arrive à se reprendre, maintenant qu'il a mis les conditions, il y a un blessé, et il a les conditions, je suis content qu'il arrive maintenant à se reprendre et à trouver son basket et à avancer, en fait. Mais tu sais, excuse-moi, vas-y. le truc par rapport à ce que tu sais, la remarque que tu fais par rapport à l'injustice entre guillemets d'avoir ramené un joueur sur le poste de Théo, c'est que les franchises comme Détroit, OKC et autres, ils draftent ce qui est de mieux, en fait, ce qui est le meilleur joueur disponible à ce stade de la draft, et il se moque un petit peu de position de jeu à ce moment-là, tu vois. Oui, mais c'est là que je rejoins Kevin. C'est quand même assez particulier pour construire une équipe de dire « Ok, je m'en fous, je vais avoir 6 postes 1, 4 postes 5 ». À un moment, je trouve que la logique, elle est complètement folle, en fait. C'est une histoire de valeur marchande et de business. Tu essaies d'avoir les meilleurs assets, les meilleurs outils à pouvoir présenter dans le cas de trade potentiel ou d'échanges à venir pour récupérer un vétéran ou justement recruter d'autres rookies avec un package. On sait très bien maintenant que les tours de draft et les jeunes prospects sont des monnaies d'échange. Oui, mais ça, c'est des équipes qui réussissent pas en général. C'est ça. Les équipes qui réussissent, elles construisent leurs équipes justement différemment. Sortons un peu de la stratégie, même si c'est très intéressant, la stratégie des franchises dans la draft. Quand on prend 2 postes 1 2 années de suite, on se pose la question de savoir ce qu'on fait du premier qu'on a drafté. Regardons les stats de Killian Hayes depuis le début de saison, c'était 4-5 en termes de points, et là ça monte, en l'absence de Cade Cunningham, donc blessé, ça passe quasiment à 12 points. Le temps de jeu aussi augmente, il y a plus de rebonds, plus de passes, et le pourcentage au tir aussi augmente pour Killian Hayes. Est-ce que c'est suffisamment marquant, Fred, pour se dire ok, il décolle enfin et on va peut-être pouvoir l'utiliser même peut-être en relais ou à côté de Cade Cunningham quand celui-ci sera de retour? Honnêtement, moi ça me pose question parce que sur les 5 derniers matchs, j'ai regardé, il est presque à 16 points de moyenne, donc ce qui est plutôt très correct et un vrai apport. Sauf qu'encore une fois, c'est les équipes, tu ne peux pas savoir quelle est leur stratégie. Moi, j'ai l'impression que quand Cade Cunningham va revenir, il va être repositionné sur le banc et qu'il ne va pas bénéficier de tout ce qu'il a apporté là. Dwayne Casey, moi, je ne sais pas où il veut en venir non plus. Je ne sais pas ce qu'il veut faire avec Killian Hayes. Je pense que ça pourrait être hyper intéressant d'avoir ces trois sur le poste 1 et faire des rotations, décaler un petit peu sur le poste 2 de temps en temps, etc. Sauf qu'encore une fois, ça, c'est ma vision. Et est-ce que dans les équipes NBA, il y a une vision déjà, je ne suis pas sûr. Et est-ce que c'est la même? Je ne sais pas, parce qu'on parlait de Théo Malédon. Moi, Théo Malédon, après sa première saison, alors oui, elle n'était pas parfaite, mais elle était plutôt très correcte pour un rookie. Et il n'est plus dans son équipe. Enfin, tu vois, j'ai l'impression qu'ils ne réfléchissent pas comme nous, on pourrait réfléchir pour la construction d'une équipe. Eux, ils empilent les tours de draft, ils voient ce qu'ils ont comme valeur marchande et ils échangent. Donc, est-ce que c'est suffisamment marquant? Je ne peux même pas te répondre, parce que je ne sais pas ce qu'ils veulent faire en fait à la fin de saison. On va poser la question à Kevin, qui a été joueur NBA dans tes périodes Washington, Pacers ou Knicks, ce que tu veux. Comment on vous présente le projet et à quel moment, justement, on vous dit, si jamais il y a des classements ou pas, comment le projet va évoluer? Déjà dans l'équipe, on se sait. On sait tous, on connaît le niveau de chacun. Donc, il y a déjà une hiérarchie. Après, tu as toujours forcément toujours le petit rookie qui arrive et qui n'a pas encore une idée de son niveau, donc il veut se frotter à tout le monde. Mais tu as déjà une hiérarchie, tu as quelque chose. Maintenant, le système, le coach vient te voir, il t'explique au fur et à mesure. Quand j'ai eu des périodes où Gortat n'était pas bien, où il voulait le reposer, on venait me voir, me dire les prochains jours commence encore à être plus à cheval, puisque tu auras beaucoup plus de minutes.
Donc soit prêt. Et encore, ça dépend. Tous les coachs ne communiquent pas. J'ai des équipes qui m'ont dit à New York, personne ne disait rien. Tu vois, donc je découvrais juste. Moins organisé que d'autres. Donc tu vois, je découvrais juste vraiment, je le découvrais là que, par exemple, ce soir, je joue pas. Je le découvrais, tu vois, le matin. Voir et tu personne. Ou pas. Donc ça dépend vraiment. Alors qu'à Washington, à la fin, tu es bien organisé et Randy venait nous informer. Mais à OKC, tu regardes, Josh Giddey, c'est quand même largement plus fort que Malédon. Donc à un moment donné, ils ont récupéré un joueur supérieur à Malédon et il a été poussé sur le côté, il a été utilisé dans un trade. Il n'y a rien d'affamant ou d'injuste là-dedans. C'est pas du tout ce que je suis en train de dire. Je suis en train de dire simplement qu'il avait fait des bonnes choses et malgré ça, ça n'a pas été suffisamment marquant pour au moins le conserver. Donc pourquoi sur le cas de Killian Hayes, où il y a 2 joueurs très forts au même poste, il aurait plus de chance? Ses pourcentages au tir la deuxième saison n'ont pas confirmé ce qu'il avait montré la première saison. Moi, je demande à voir. Je le souhaite, mais je demande à voir. Et parce que la franchise de Oklahoma et de Détroit ne sont pas gérées par les mêmes personnes. Donc ça, dans tous les cas, le projet peut être totalement différent. Théo, Kylian, c'est un poste... L'avis, messieurs, rapidement, de nos 2 Américains qui voient justement les joueurs que l'on évoque sur place. Peut-être Antoine, parce qu'on est plutôt conférence Est. Un avis rapide sur la progression de Killian Hayes récente et surtout le travail fait par les GM pour installer les joueurs de la meilleure des manières dans une franchise. On avait eu son agent Yann Balikouzou en plateau il y a encore pas longtemps et c'est exactement ce qu'il disait, quoi. En gros, Killian de toute façon il a besoin d'avoir le ballon pour montrer qui il est, donc ça marchait pas trop aux côtés de Kate Cunningham. Maintenant en sortie de banc ça marche plutôt bien. Troy Weaver, le GM des Pistons, a un vrai projet de construction de la franchise, mais effectivement, pour l'instant, c'est encore assez mouvant. C'est où est-ce qu'on va placer les assets. Donc, en tout cas, c'est très bien pour le stock individuel, on va dire, de Kylian sur le marché NBA. Est-ce que dans l'effectif des Pistons ou pas, ça va donner quelque chose, on verra. Et pour son stock individuel, pour le fait qu'il puisse y rester, qu'il soit attiré, que d'autres franchises soient attirées par lui, etc., ça, c'est très, très bon. On enchaîne, messieurs? Non, c'est une très belle analyse, il a complètement raison, parce qu'individuellement, c'est important de se montrer quand même si ça ne marchait pas dans son club actuel, le fait de se montrer, d'avoir montré des belles choses à un moment, effectivement, ça peut attirer d'autres franchises. Bien sûr. On va enchaîner tout de suite. Grosse discussion autour des Lakers, parce que ça va un petit peu mieux dans le d'accord, pas d'accord. Les Lakers vont mieux, LeBron James est de retour. En l'absence de LeBron James, un certain Anthony Davis, donc l'intérieur des postes, intérieur pivot des Lakers, s'est distingué. Les stats ont gonflé et ça a fait parler un petit peu nos camarades et insiders américains sur le nouveau positionnement d'Anthony Davis dans cette franchise. Doit-il prendre un petit peu plus de galons? Kendrick Perkins, un ancien intérieur NBA que Kevin a dû croiser, forcément s'est exprimé. Il ne dit jamais de conneries en plus. En plus, il est toujours très sérieux. Il est hyper soft, jamais de conneries. Il s'est exprimé sur le cas Anthony Davis. On l'écoute et ensuite on vous écoutera, messieurs, sur le sujet. We talk about who is the best player on the Lakers right now, and that is Anthony Marshawn Davis. We're talking about a guy over the last 6 games that is averaging 32, 16 points, and shooting 62% from the field. Why didn't LeBron James take control and go to the point guard position and force feed Anthony Davis? We've been waiting on this version of Anthony Davis over the last couple years, asking. And I think it's time that LeBron James, not halfway, but all the way, give him the keys to the car. Alors, quelques infos sur le joueur. Déjà, on peut peut-être le présenter. Il en est dans sa 13e saison NBA, si je ne dis pas de bêtises. Non, c'est en 2012, donc, il a été drafté. Voilà, c'est 11e saison. 11e saison NBA, drafté par les Charlotte Hornets. Ça, c'est une info que j'avais même carrément oubliée. 29 ans, poste 4-5, on l'a dit, 2m8. Et les stats en carrière, vous les voyez. Mais surtout champion NBA en 2020 dans la bulle. Le fameux titre acquis dans la bulle, dernier titre d'ailleurs des Lakers. Donc champion NBA, Anthony Davis. Il y a des sélections aussi en All-Star, il y en a 8. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a 4 All NBA, 4 All Defensive Team NBA, puis il y a 3 top contreurs, donc meilleurs contreurs de la ligue, pendant... Champion olympique aussi, c'est pas marqué, mais champion olympique aussi. On s'en fout, ça, c'est pas... Voilà, donc c'est l'armoire à trophées plutôt pleine. Joueur qui se blesse un peu en ce moment quand même, régulièrement, mais qui fait un très très bon début de saison. 28 points, il y a 59% au tir, 2,5 passes et quasiment 13 rebonds. Voilà, ça c'est pour les présentations. On va se poser la question, et je crois savoir qu'il y en a qui veulent déjà y répondre, de savoir s'il n'est pas temps que LeBron James, coéquipier d'Anthony Davis, laisse les clés du camion à Anthony Davis, plus jeune et plus fringant en ce moment. À cette question, 2 chroniqueurs ne sont pas d'accord. Il y a un homme qui est d'accord, Fred
Face. Il faut laisser les clés du camion. Oui. Voilà. Et Angelo n'est pas d'accord, il pense que LeBron peut encore continuer à driver l'équipe. Ok. On est OK là-dessus ? On est OK. On va donner la main tout de suite à Fred pendant 1 minute. Tu exposes un peu tes arguments et Kevin viendra écouter les arguments d'Angelo et puis donner son point. Ça va ? Moi, ça me va. Si en régie on est prêt, on y va. Go. C'est assez simple. Anthony Davis est juste un monstre physique qui peut rivaliser avec Giannis Antetokounmpo, voire être meilleur quand il est en pleine forme. Alors oui, il a eu 2 années après la bulle où il a été blessé, mais quand il n'est pas blessé, personne ne peut l'arrêter offensivement. Il est capable de jouer de haut panier, il est capable de faire à peu près tout ce qu'on peut faire pour un pivot. Il peut shooter de loin, il peut shooter à 3 points, sachant que sur ses 55 points, il n'a shooté que 3 fois à 3 points, ce qui est quand même assez fantastique, marquer 55 points dans ces conditions. Et il se rapproche du cercle de plus en plus. C'est l'année où il shoot le plus près depuis longtemps. Il est en moyenne, il y a des stats avancées, en moyenne à 2 mètres, ses paniers sont marqués. Donc c'est un monstre physique encore une fois offensivement. Et que dire de la défense ? La défense, il joue à un niveau de défenseur de l'année en défense. Donc concrètement, c'est juste le meilleur joueur des Lakers. LeBron va avoir 38 ans cette année. LeBron sera toujours LeBron, il fera toujours ce qu'il a à faire. Mais maintenant, il faut alimenter le meilleur joueur de cette équipe, qui est Anthony Davis. J'ai pas besoin de plus de temps. T'as pas besoin de plus de temps ? Bon, on va arrêter le chrono. On va donner quelques statistiques. Effectivement, Anthony Davis, si on en parle, c'est qu'il y a un match monstrueux contre les Wizards. 55 points, 22 sur 30, 17 rebonds et 3 contres. Donc c'est quand même une grosse ligne de stats pour Anthony Davis. On écoute Angelo pour laisser les clés du camion à LeBron James. Moi, je pense qu'en fait, Anthony Davis, son talent, il est indéniable. Tout le monde le clame haut et fort que c'est le meilleur power forward de toute la NBA. Le problème, est-il fiable sur la durée, même à moyen court terme? Il a démontré sur ces dernières années qu'il ne l'était pas. Ce qui veut dire qu'on peut tout baser sur son succès à l'heure actuelle parce qu'il est en train de fracasser les raquettes, il a des stats extraordinaires. Et s'il a bobo à son petit coude et qu'il rate encore une dizaine de matchs, et s'il a bobo à son petit dos, et s'il a un autre problème physique, ce qui peut arriver à tout moment avec Anthony Davis, la franchise s'écroule totalement. Donc l'investissement sur Anthony Davis à court-moyen terme, je n'y crois pas encore. Il faut démontrer qu'il puisse déjà terminer la saison. Délégué complètement, LeBron James, c'est le maître à jouer de cette équipe. C'est le maître à jouer de chaque équipe dans laquelle il a joué. Et derrière, c'est lui qui doit tenir les responsabilités de la création du jeu. Anthony Davis doit être un finisseur. Fournir les ballons, LeBron le fera. Mais la responsabilité de la création et le contrôle du game et de cette équipe doit rester à LeBron James. Plus d'arguments ? Ça me suffit. Ça te suffit. On va écouter nos 2 consultants aux États-Unis donner aussi un petit peu leurs points et leurs positions. Et puis, Kevin tranchera. On commence par Melvin. Est-ce qu'il est temps que LeBron James, bientôt 38 ans, laisse les clés du camion à Anthony Davis ? Alors, je suis assez partagé, mais j'aimerais revenir sur ce qu'a dit Fred, sur le fait qu'il prend beaucoup plus de tirs à 2 points et tire beaucoup plus près du cercle. Je pense qu'on a enfin un Anthony Davis qui a décidé de jouer pour l'équipe et de pas juste penser à ses préférences individuelles. C'est-à-dire que Darvin Ham l'a positionné au poste de pivot, alors qu'il préfère jouer poste 4. Et depuis qu'il a fait ce move, il joue dans la raquette. Comme il l'a dit, c'est vraiment le leader défensif de cette équipe. Et il prend beaucoup moins de tirs à 3 points, ce qui est une très bonne chose parce qu'il était à moins de 30% à 3 points lors de la dernière saison. Après, je rejoins aussi Angelo sur le fait que LeBron reste le maître à jouer. Et je pense qu'en particulier, s'ils arrivent en play-off, tout va devoir passer par LeBron parce que c'est lui qui arrive vraiment à manipuler les défenses. Et donc, du coup, là, je mettrai un petit bémol sur mettre vraiment Anthony Davis en numéro 1. Mais à terme, c'est évidemment la direction que les Lakers devront prendre. Antoine, ton avis sur cette question, Davis, LeBron, qui doit récupérer les camions de la franchise ? Les clés de la franchise, pardon, surtout les camions. Mais s'ils ont les clés, ils peuvent prendre le camion. Exactement. Déjà. J'ai rien à rajouter au débat parce que tout a été dit. À la limite, je suis plutôt sur la position d'Angelo. En gros, moi, ce que je dis, c'est que le Unibro a vraiment besoin de devenir une unicorn, c'est-à-dire une licorne, comme on dit en français. Mais pas la licorne qu'on voit que de temps en temps parce que c'est un animal un petit peu comme ça, fantastique. Il faudrait que vraiment, encore une fois, il participe un peu plus au monde réel et que, comme disait Angelo, on puisse compter sur lui tous les jours en fait. Kevin, on t'écoute. Est-ce que tu t'orientes plutôt vers les arguments de Fred ou ceux de... Je suis moins violent que lui, Ceux donc je peux comprendre. Non, mais en fait, les deux ont des arguments. Les deux s'entendent. Après, je suis d'accord avec Angelo parce qu'en fait, il a pas. Là, il est dans une forme qui est bien. Donc on est en train, tout le monde est waouh, mais pour moi, il faut qu'il montre encore sur le temps. Sur la durée. Pour moi, tu peux pas rien faire pendant 2 ans. Tu peux pas gagner un titre, avoir le syndrome Nowitzki,
Donc plus rien faire après un titre. Et derrière, rien me donner pendant 2 ans, briller sur 10 matchs. Et ça y est, t'as les Et clés. ça y est, non. Alors que LeBron l'a fait, on parle d'un gars qui a fait sur 20 ans, on parle d'un mec qui est resté sur la durée, on parle... Qui le fait encore à l'heure actuelle. Qui le fait encore je suis d'accord que LeBron a l'expérience. Sans LeBron, Anthony je pense pas qu'il a un titre aujourd'hui. New Orleans, il reste à New Orleans, je pense pas qu'ils ont un titre aujourd'hui. Ok, donc le prime à la fiabilité finalement plutôt qu'à l'exploit un peu contextuel. Et c'est pas répéter l'erreur qu'on a eue avec Kyrie et LeBron, Ouais. dans le sens parce qu'on a un petit qui est super talentueux, mais il faut pas tout mélanger. Parce que LeBron il a quand même cette expérience, il sait comment gagner. Il a perdu beaucoup de fois. Il n'avait pas le même âge, LeBron, à cette époque-là. C'est vrai, mais il peut. Et c'est même LeBron qui commence à parler en disant je pense que les clés du camion ils doivent arriver. Et je pense qu'elles vont arriver, mais cette année, pas cette année. Les clés du camion, c'est sous-entendu par Perkins, c'est juste l'abreuver de ballon. C'est pas jouer tous les. Si on parle de personnalité, messieurs, est-ce que vous pensez qu'Anthony Davis a besoin de la lumière justement aux Lakers pour être peut-être le joueur numéro 1 et briller? Est-ce que c'est quelque chose que lui réclamerait finalement? Moi, je pense qu'Anthony Davis a des tendances un petit peu soft. Et c'est quelque chose presque un numéro 1 bis, quoi. Oui, en fait, le problème que j'ai, c'est que... Il a sorti le Robin. Mais pour moi, c'est un petit peu ce manque de dureté face aux exigences et la difficulté du quotidien, où à un moment donné, oui, ok, tu as des petits pépins physiques, mais est-ce qu'il fait le nécessaire pour être au meilleur de sa forme? On connaît par exemple l'investissement que fait LeBron James chaque année sur les soins pour prendre soin de son corps. Ma question orientée un peu leadership. Et le leadership, on n'a jamais entendu parler d'un Anthony Davis étant un leader verbal ou de vestiaire. Jrue Holiday était le leader du vestiaire du côté de New Orleans. New Orleans, quand il y était, Anthony Davis, statistique monstre. Mais pour autant, New Orleans n'allait pas forcément très loin en playoff, quoi. Est-ce que c'était vraiment... Est-ce que c'est un joueur identifié leader d'une franchise qui doit aller chercher très haut en saison? C'est un peu injuste par rapport à lui, mais vas-y. Après, ça reste un big. Dans tous les cas, ouais. C'est vrai qu'il avait le contrat. Après, il est à New Orleans. Hein, c'est pas un gros market. Puis ils avaient une belle équipe, mais c'est comme les Blazers, tu veux, quand tu avais McCollum, Lillard, tu as une belle petite équipe, mais tu es obligé d'aller battre les mastodontes pour déjà sortir de ta conférence et après en finale jouer potentiellement Boston, Milwaukee. Ça devient super compliqué. Donc je trouve que c'est injuste de dire qu'à New Orleans, il ne gagnait pas, parce qu'il n'avait pas non plus une équipe de fous. Qu'en pensent nos Américains, Melvin, sur la question du leadership d'Anthony Davis? Je suis totalement d'accord avec Angelo. Je pense que si t'es pas... Il y a plein de grands joueurs NBA qui sont pas forcément extrêmement vocaux. Je pense notamment à Steph Curry. Mais par contre, si t'es pas vocal, tu dois être le leader par l'exemple. Et c'est vrai que pour Anthony Davis, la question peut se poser parce que, comme le disait Angelo, si tu fais pas tout pour pouvoir être disponible 82 matchs ou 80% de ces 82 matchs chaque saison, ta place de leader est un peu difficile à affirmer. Donc, moi, je pense qu'il a vraiment les capacités pour être ce numéro 1. Mais comme on l'a dit, je pense que c'est peut-être un peu trop tôt. Après, ils ont joué 22-23 matchs. C'est bien ce qu'il fait, mais il faut qu'il puisse le prouver sur la durée avant qu'on puisse vraiment lui donner les clés du camion. C'est bien, c'est un doux euphémisme quand même. Hein. Mais 99 points en 2 matchs, c'est un tout petit peu plus que bien. Je trouve. Hein. Après, je connais rien du tout. Hein, Est-ce que c'est assez pour être le leader de cette franchise? Mais encore une fois, là par contre, je le rejoins complètement. Leader, effectivement, on l'entend souvent comme vocal, etc. Mais il faut se rappeler qu'un Pat Beverly, il a été leader aussi de son équipe. Sauf que ça n'a rien à voir avec le jeu. Mais par contre, tu peux être un leader. C'est prétendu. Beverly, c'est prétendu leader. Ouais, c'est ça. Oui, mais ce que je veux dire, c'est prétendu, effectivement. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a des leaders qui ne sont pas statistiques. Il y a d'autres qui sont par l'exemple. Mais l'exemple, il peut venir effectivement de son travail, etc. Mais aussi de son rendu sur le match. Si pendant les matchs, il est comme il l'est actuellement, c'est-à-dire qu'il est exceptionnel des deux côtés du terrain, parce que ça, il faut quand même le noter, ça, tu peux considérer que tu es un leader quand même de ton équipe. Encore une fois, moins vocal qu'un LeBron, parce que LeBron, il est né pour ça, il a ça dans le sang, etc. Mais moi, quand je parle de donner les clés du camion, je ne sous-entends pas forcément qu'il soit le leader vocal de cette équipe, ou en tout cas qu'il soit suivi par tout le monde, mais qu'il soit le leader statistique et qu'il apporte le plus, en fait. Il y a une déclaration. Finisseur, donc. En fait, c'est un big man, donc forcément, c'est un finisseur.
Enfin, par définition. Oui, mais si tu veux, il a quand même une palette offensive. Pour moi, Anthony Davis, Oui, mais il ne va pas monter le ballon. Donc, il doit être alimenté. Donc, de ce fait, il sera finisseur. Il est capable, il est en capacité de prendre les rebonds et de relancer la transition sur 2 ou 3 dribbles. Il a une dextérité excellente. Tu sais comment ça va se passer. C'est pas ce qu'on lui demande. Oui, C'est pas ce qu'on lui demande. C'est pas ce qu'on lui demande et c'est pas ce qu'il va faire pendant tout le match. Il va le faire 3, 4, 5 fois. Une déclaration sur le leadership et l'attitude surtout d'Anthony Davis qui a été faite par certains et regretté Kobe Bryant. C'était en 2016. Je pense qu'il est fantastique. Il a la bonne attitude et il a un très bon esprit de compétition. Donc il le voit quand même très investi, comme tu le disais, sur les deux côtés du terrain. Moi, je pense qu'il investit, mais il a deux problèmes principaux. C'est ses blessures, sa fragilité physique et sa fragilité mentale. Parce qu'on a l'impression que quand il n'est pas en confiance, c'est très compliqué. C'est ça dont je parlais. Hein. Donc il lui faut beaucoup de matchs comme celui-là pour pouvoir se mettre en confiance et être suffisamment bien dans sa tête pour continuer à être aussi bon. N'oublie pas que ça date de 2014. Et il était au contact de Kobe en 2012 dans l'équipe olympique. Et il était le genou de l'équipe. Après, c'est récent. Le jeune Anthony Davis, c'est un joueur impressionnant. Il fut une époque où il n'y avait pas de problèmes mentaux. Et chaque match, il performait tous les soirs. Il faisait ses trucs. Je pense que moi, ma théorie, c'est qu'ils ont gagné. Je pense qu'il s'est mis un peu dans un confort. Il y a eu beaucoup de critiques, parce qu'on ne met pas tout, mais il y a eu beaucoup de critiques sur le fait que qui disait qu'apparemment, il n'a pas touché un ballon, ça faisait 2 mois. Il y a eu plein de choses qui se sont passées. Exact. Et je pense soit il n'était pas bien mentalement, ou il était... Donc il y a eu quelque chose qui s'est passé pendant ces 2 ans. Donc soit il s'est blessures, dans sa tête. Et ce qui a causé aussi à le fragiliser, parce qu'on sait que ça va avec tout. Parfois tu penses à autre chose, petite cheville. Parfois ça va très vite en fait. Complètement. Et je pense que c'est ça. Je pense qu'il y a eu quelque chose. J'aurais aimé un jour qu'on ait un documentaire sur les 2 ans après le titre. Tu vois, mais en vérité, je pense qu'il y a quelque chose qui s'est passé dans sa vie ou quelque chose qui a fait que ces dernières années, il n'était pas sur le basket. Les 2 dernières années, c'est quasiment un joueur lambda, entre guillemets, NBA. Alors qu'on connaît le talent et il a un autre. La digestion du titre aussi, peut-être, effectivement. Et je pense qu'il met le doigt sur un truc vraiment clé, Kevin, parce qu'on le voit très souvent, ce syndrome-là, avec les joueurs qui obtiennent leur contrat max. Ils ont leur contrat à je ne sais pas combien de millions de dollars sur 5 ans. Ils sont calés, ils sont placés, il n'y a pas de trade en vue, il n'y a pas de souci. Leur statut est affirmé. Et on voit qu'il y a un drop dans leur production statistique, alors que contrairement, quand c'est contract year, intensité, l'exigence du quotidien. Très étonnant cette tendance. Tu confirmes, Kevin ? Très étonnant. Aux entraînements, ça tape un peu plus fort. Moi, je connais des joueurs qui m'ont déjà eux-mêmes dit c'est mon contrat, il faut que je taffe. Et si tu veux, après un titre, c'est un tel aboutissement. Et puis aussi, on sait que le contexte de la bulle était particulier au niveau psychologique pour les joueurs qui étaient dans... Puis les cadences NBA, quand tu vas au bout, tu joues plus de 100 matchs. Donc il y a peut-être une lassitude, comme l'a pointé du doigt Kevin, en disant « Ok, c'est bon là, on va chiller un peu ». Mais le problème, c'est que les grands gabarits, comme le mentionnait Fred, c'est une gestion différente. C'est pas le même jeu, c'est pas la même perspective. Et donc l'entretien corporel, on a vu avec Shaq, à un moment donné, ça a baissé. Il a réussi à retrouver un petit peu une dynamique positive quand il est parti du côté de Phoenix, mais c'était un travail du quotidien acharné. Puis il part à Boston et puis c'était là. La transition avec Phoenix, elle est magnifique. Merci beaucoup. Belle transition. On va rester du côté de la conférence Ouest et on va parler d'un jeune joueur, un peu plus petit mais plus shooter encore, Devin Booker. C'est parti. Devin Booker fait-il partie des meilleurs arrières de la conférence Ouest ? On va se poser cette question un petit peu globale. Question de sa cote aussi, versus les performances. Des performances, on en a 2 notables, une récente, 51 points. À 80% quand même, c'est pas mal. C'était contre qui d'ailleurs ? Les Bulls, les Bulls de Chicago, 20 sur 25 au tir quand même. En 31 minutes surtout. Tout 31 minutes. C'est rentable. Et c'est un joueur qui nous avait habitués justement à de belles perfs, et notamment un match à 70 points contre les Celtics, c'était en 2017, je dis beaucoup de bêtises, 2017 de mémoire. Voilà un petit peu pour les grosses faits d'armes de ce joueur, qui est référencé quand même parmi les meilleurs shooters de la ligue, on peut le dire, mais qui fait All-Star parce que des joueurs se blessent ou pas forcément votés par le public. La cote de popularité, pour un joueur qui a quand même pas mal de saisons NBA, laisse encore un petit peu à désirer. Dites-moi, quand on parle de Devin Booker, ce que ça vous évoque, et surtout, est-ce un joueur sous-coté selon vous ? Kevin ? Je dirais pas qu'il est sous-coté en fait. Après, on a la réalité du terrain qui est, lorsque tu vis aux États-Unis, tu te rends compte qu'en fait, il y a des marchés
qui sont plus importants que d'autres. Moi, c'est vraiment ma théorie sur que ce soit lui ou Damien Lillard à l'époque quand il se faisait boycott. C'est des petits marchés. Et en fait, tu te rends compte, quand moi je vais à Indiana, quand je suis à Indiana et qu'on a un seul journaliste dans le vestiaire, ça nous est arrivé plusieurs fois d'avoir un seul journaliste dans le vestiaire, alors que quand on est au Knicks, c'est juste incontrôlable. Les mecs, c'est tout le temps, ils sont en train de se battre, ils essaient de rentrer, et tu vois, t'as limite 100 mecs, et Antoine pourra le confirmer, on a été ensemble, on a beaucoup bossé ensemble. Je te passe le bonjour aussi, parce que je t'ai pas dit tout à l'heure. Quand t'es au Knicks, en fait, il y a tellement de monde, en fait, et c'est le marché. Et en fait, lui, le fait d'être dans un petit Phoenix, ça reste encore une petite équipe. À force de gagner, je pense qu'au bout d'un moment, ils vont changer la dynamique de l'équipe. Aujourd'hui, c'est vraiment ma position où je me dis, c'est pas qu'il est sous-coté, c'est juste qu'il est dans un marché. Il est dans ce marché. Ça fait que un Devin Booker, même à San Francisco, aux Lakers, mais en fait, c'est immense. On n'entend parler que de lui, parce que c'est un vrai joueur. C'est quand même un joueur assez propre, très très propre. Je pense syndrome Bradley Beal un petit peu au niveau de la considération qu'il puisse recevoir parce que Bradley Beal à son pic là, avant sa blessure il y a 2 ans, c'était du 31 points par match, 2 saisons d'affilée à plus de 30 points, fidèle à son équipe. Entre les marchés du coup, entre Phoenix et surtout Washington, toi qui as joué à Washington aussi. C'est quasiment, je dirais que Phoenix, c'est quasiment pareil. Pour moi, quand je vois ces deux équipes-là, je pense que c'est pareil. Okay. Et c'est toujours, au bout d'un moment, c'est des joueurs qui font le choix, parce que c'est vrai que il y a un peu ce truc où tout le monde a envie d'être loyal à une équipe, tout le monde a envie de rester dans la même équipe. Donc il y en a qui font le choix, parce que c'est un choix, de clairement rester dans une équipe où tu sais que vous n'aurez jamais la chance de gagner d'être exposé comme d'autres. Mais voilà, tu préfères dire, je suis fier, je suis resté 20 ans ici, et j'ai fait ça. Ça marche pour certains. Et je prends mon contrat max pendant 5 saisons. Antoine, sur la cote de popularité de Devin Booker, est-ce que tu confirmes un peu les propos de Kevin ? Forcément, quand on est à New York, on est plus exposé. Et quand on est sur d'autres marchés, même si on performe 70, 50 points, 15 rebonds, 20 rebonds, 17 contre, ça n'aura jamais le même impact parce qu'on est à Phoenix ou on est à Indiana, par exemple. Oui, alors c'est vrai. Par contre, Devin Booker est quand même All-Star les 3 dernières saisons. Il est All-NBA First Team l'an dernier, donc je vois pas trop où est la déconsidération du joueur. On a beaucoup parlé de lui, comme il était allé en finale, etc. On en a aussi énormément parlé. Donc non, je trouve qu'il est hyper médiatisé, il n'y a pas trop de soucis. Après, effectivement, ça n'a pas tout à fait le même reach, la même magnitude que s'il était sur un très gros marché. Mais quand même, il me semble qu'il est plutôt bien exposé, surtout que certes, justement, le fait qu'il ne soit pas sur un gros marché très exposé, le marché lui-même, fait qu'il a été assez protégé, ce joueur. Moi, je trouve qu'il y a certains défauts dans son jeu qu'on n'a pas trop mentionnés, qu'on a vu à certains moments pourtant en play-off, etc. Et qu'à un moment, oui, il a été peut-être pas hyper exposé sur le truc un peu hype, justement, mais sur le fait qu'il a pu grandir un peu tranquille, là, ça lui a plutôt bien servi. Fred, justement sur le traitement Devin Booker, Antoine, on a bien noté ton point. All-Star en 2020, mais repêché, je l'ai dit tout à l'heure, repêché parce que Damien Lillard est blessé. Donc Damien Lillard fait une grosse saison en 2020. Et All-Star aussi en 2021, remplace Anthony Davis parce qu'Anthony Davis blessé. C'est-à-dire que tu n'es pas voté par les fans et les coachs ne te prennent pas quand même. Et ensuite, tu fais partie d'un repêchage parce que les joueurs se blessent. Fred, sur le traitement du joueur, est-ce qu'il mérite mieux ? Tu veux que je sois très sincère ? Oui. Je m'en fous complètement. D'accord. En fait, je vais t'expliquer pourquoi. Sincérité de Fred, on adore. Quand je pense aux Suns, ça me fait ni chaud ni froid. Ils sont pourtant premiers à l'Ouest. Ils jouent très bien au basket. Chris Paul est un très bon joueur. Monty Williams, un très bon coach. DeAndre Ayton, moi j'adore. Mais ça me fait rien du tout. C'est vraiment l'équipe type qui, depuis... En fait, je me suis prêt à rêver qu'ils battraient les Bucks. Ouais. Et depuis, je me dis qu'ils gagneront jamais, en fait. D'accord. Et donc, il m'inspire rien du tout. Et sur l'évolution de Devin Booker et son traitement, on va dire, médiatique et par les fans aussi. Mais, souvent oublié alors encore une fois, oublié parce qu'on a l'impression que cette franchise n'y arrivera pas. En fait, quand Chris Paul est arrivé, tout le monde s'est dit Devin Booker a pris en responsabilité. Est-ce qu'il va devoir diviser cette responsabilité avec Chris Paul ? Finalement, ça s'est très bien séparé et il a grandi grâce à ça, d'ailleurs. Okay. Mais honnêtement, j'ai vraiment l'impression que cette équipe, c'est une équipe de plus. Ils vont être premiers, ils vont se faire éliminer au premier ou deuxième tour.
comme d'habitude, Ok. et rien de plus, quoi. Enfin, en tous les cas, c'est mon ressenti. Je ne vous demande pas de le partager nécessairement, mais voilà exactement ce que je ressens pour Phoenix. Mis à part Kendall Jenner dans sa vie, je trouve qu'en plus, le mec est lisse comme c'est pas permis, donc il me fait pas rêver, quoi. Bon, Kendall Jenner, tu l'as placé, bravo. Je pense Ben oui. qu'elle est jusque-là. En plus, Chris Paul a eu une relation avec Kim Kardashian. Je pense qu'il aurait pu être beau-frère. Franchement, j'adore l'idée. Oh, le gossipeur. On va Oh là là. J'adore l'idée. Les Melvin, beaux-frères qui jouent en même temps dans la même équipe, ça serait magnifique. Melvin, s'il te plaît, relève tout de suite un peu le level. Sur le traitement accordé à Devin Booker, mérite-t-il un autre traitement et surtout, qu'est-ce qu'il doit faire pour avoir un petit peu plus le respect de ses pairs et coach et puis fans également? Alors, je pense qu'il mérite un autre traitement, mais je pense que. Alors, Fred a commencé à parler de l'arrivée de Chris Paul. Je pense que ça, faut le mettre. C'est quelque chose qui est important. C'est-à-dire que quand on parle des joueurs de la même génération, que ce soit Luka Doncic à Dallas, que ce soit Jason Tatum à Boston, c'est le numéro 1 clair de leur équipe. Quant à Chris Paul qui arrive à Phoenix, qui était une équipe moyenne, voire très mauvaise, c'est Chris Paul devient un peu le visage de cette franchise. Donc du coup, on a un Booker qui a un peu ce 1B, un peu comme Anthony Davis d'ailleurs avec LeBron aux Lakers. Et donc du coup, je pense que ça impacte son traitement. Et c'est plus un peu l'équipe de Chris Paul parce que c'est le leader qui est beaucoup plus vocal, qui est beaucoup plus expérimenté. Et du coup, Booker passe un peu au second plan. Il y a eu aussi le fait qu'il a flanché en finale quand il mène 2-0. C'était pas juste Chris Paul. Lui aussi n'a pas réussi à finir le boulot. La saison dernière, face à Dallas, il passe à travers de sa série. Donc je pense que tout ça, ça joue. Mais là, par contre, avec Chris Paul qui est blessé, avec Jake Crowder qui est pas là, avec Cam Johnson qui est blessé, on sent qu'il est vraiment en train, par contre, de passer un autre cap et qui devient le vrai leader de cette franchise. Ton avis sur la question? Oui, je pense que c'est cette saison qu'on peut légitimement se dire qu'il a passé un palier. C'est-à-dire qu'il est en train de démontrer une stabilité dans les performances, un body language. Tu vois, il y a des éléments qu'on pouvait remettre un petit peu en question vis-à-vis de la fiabilité psychologique de Devin Booker sur les dernières saisons. Et je pense qu'il a probablement à cœur d'effacer l'échec en finale. Le deuxième échec consécutif où Luka Doncic a clairement gagné son duel et en plus il y a eu du trash talking qui lui a desservi, puisqu'il a été le grand artisan du trash talking qui a peut-être transcendé Luka, qui a derrière emmené la série en faveur des Mavericks. Et donc ce sont deux éléments qui... Il n'a pas fait un très bon match contre les Mavs sur le dernier match, d'ailleurs. Clairement. Est-ce que Luka Doncic est dans sa tête? Est-ce qu'il ne manque pas un match référence quand on parle de shooter et Melvin, tu peux aller dans mon sens peut-être. Steph Curry, les matchs de dingue, on s'en souvient encore. On se souvient aussi du match de Klay Thompson contre Sacramento où ça finit fort à 37 points, je crois, en un quart-temps, quelque chose comme ça. Est-ce qu'il ne lui manque pas un match référence qui met tout le monde d'accord à Devin Booker? Pourtant, il a mis 70 points. Vis-à-vis de son talent. Et pourtant, il a mis 51 points il n'y a pas longtemps. Tu veux dire vis-à-vis de son talent? Vis-à-vis de son talent et puis même de ce qu'il va dégager autour. Moi, je crois que son talent, tout le monde en est conscient. C'est un joueur extraordinaire. Mais encore une fois, je suis désolé, mais je trouve qu'il a un charisme d'huître. Le mec, il me fait pas rêver du tout. Et je pense que dans la NBA moderne, si c'est dans un petit marché... Tu peux mettre 80 points que ça marchera pas. Même si tu peux être dans un petit marché et en plus ne pas avoir de charisme, forcément, c'est logique que ton traitement soit... Il a un petit truc mal aimable, c'est à l'opposé d'un Ja Morant par exemple. C'est-à-dire Memphis, c'est presque encore plus petit comme marché que Phoenix. Phoenix a une histoire de finale NBA, il y a eu Charles Barkley, il y a eu Steve Nash, il y a eu Babak. Oui. Donc si tu veux, il y a une histoire du côté de Phoenix. Il y a Amar'e Stoudemire, il y a eu des joueurs quand même symboliques d'une certaine ère de la NBA. Et le jeu prôné par les Suns, c'est une sorte de culture. Hein. Le jeu prôné par D'Antoni a ensuite été dispatché aux quatre coins de la NBA, Phoenix, maintenant Philadelphie et consorts. Donc tu vois qu'il y a une empreinte que n'a pas par exemple Memphis, même s'il y a le grit and grind qu'on a apprécié avec le Gasol et Randolph et consorts. Mais je te rejoins, Ja Morant, t'as envie d'aller en soirée avec lui, t'as envie de rigoler, t'as envie de jouer au basket, t'as envie de... Il y a un petit truc si tu veux, Ja Morant. Il a le visage fermé. Quand tu regardes ses photos, il sourit pas, voilà. Il a souvent le visage. Alors que quand tu regardes Ja Morant, il sourit souvent. C'est ce petit truc mal aimable. Et ce petit truc, ouais. Mais moi, si je rencontrais quelqu'un qui me dit je connais pas le basket, montre-moi un match, je ne montre pas Devin Booker. Hein.
je lui monte Ja Morant, parce que c'est rigolo, c'est funky, c'est Devin Booker, il n'y a rien de tout ça. C'est très talentueux et c'est très... Et pour conclure, c'est presque délit de faciès, si tu veux. C'est-à-dire que Devin Booker a pourtant 8e saison dans la même franchise. Je sais, mais si tu veux, Devin Booker, il a plus été mis en avant par rapport au fait que pendant l'été, il se soit plaint qu'on fasse des prises à deux quand il fait un open gym avec Joachim Noah, ou les prises de bec avec des joueurs. Il a ce petit truc, tu sais, de roquet qui n'est pas forcément apprécié. Et il a, je pense, ce qu'on appelle le chip sur son épaule. Là, il a envie de démontrer qu'il fait partie de l'élite. Il a eu cette frustration qu'il a clairement communiquée de ne pas avoir été élu All-Star directement, tel qu'a pu le faire Damian Lillard par le passé également. Mais voilà, il manque justement peut-être cette réussite en play-off ou même un titre NBA pour valider définitivement ce que tout le monde sait être un joueur extrêmement il est extraordinaire ce joueur, bien sûr. Donc c'est ça, tu vois, tu t'achètes une éthique si tu veux. Pourquoi Lucas ou Ja Morant n'auraient pas besoin de gagner un titre, mais pourquoi lui alors qu'il Non, je te dis moi, pas... je pense que Lucas, je pense que Lucas va avoir besoin là. Parce que son attitude, elle commence à déplaire un peu à tout le monde. Il se plaint aux arbitres tout le temps, il pleure tout le temps, etc. Je pense qu'il va avoir besoin de gagner un titre. Mais Ja Morant, pour l'instant, il est tellement funky, le mec, que pour l'instant, t'en as pas forcément besoin. Je te parle pas des spécialistes basket, je te parle pas de gens comme nous, Kevin, qui comprenons exactement ce que représente ce mec-là pour ce qui est qualité basket. Joueur extraordinaire. Nous, on te parle de pourquoi, de manière globalisée, il n'a pas cet amour que reçoit d'autres joueurs ou cette considération. D'accord, c'est plus ça dont je te parle. C'est vrai. Tu vois, il n'a pas le charisme d'un Angelo, par exemple. Tu vois. Il aurait ce charisme, tout le monde l'aimerait. Il met pas de claque sur le terrain. Exactement. De manière intempestive. Ça va rester ça. Super discussion autour de Devin Booker, le joueur des Suns qui cartonne en ce moment. On aura l'occasion d'en reparler, bien évidemment, en sélection All-Star ou pas. Ce sera peut-être une question qu'on évoquera d'ailleurs dans quelques semaines. On va parler de coach, et on le fait très très rarement en NBA, dans le focus de la semaine. Ça fait danser d'ailleurs Angelo, le petit jingle. Les coachs sont célébrés chaque mois. On élit des coachs du mois par conférence, donc conférence Est et conférence Ouest. À l'Ouest, c'est le coach d'ailleurs de Devin Booker qui a été élu. Monty Williams, premier de la conférence Ouest, une habitude avec Monty Williams et les Suns, même si peut-être que c'est peut-être pas au-delà, selon Fred. Voilà un petit peu le profil de Monty Williams que vous connaissez. Qui est respectable pour avoir bien géré le cas d'Andre Ayton, parce qu'on savait que c'était un peu compliqué pendant une période. Ouais. Ils l'ont gardé et finalement ils performent, donc belle gestion quand même. Belle gestion, et puis un coach mentor, connu justement pour échanger beaucoup avec ses joueurs et rassembler ses hommes autour d'une quête. Mais on va surtout développer avec vous un coach qui est arrivé du côté des Celtics, qui a remplacé Ime Udoka à la surprise générale. Ime Udoka qui était finaliste NBA il y a encore quelques mois. Joe Mazzulla, alors voilà son âge, hein. On a discuté un peu en off avec Kevin, 34 ans. Joe Mazzulla, c'est très jeune, c'est peut-être même l'un des plus jeunes coachs de l'histoire de la NBA, passé par Greenville, Fairmont, le Maine. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Il y a eu assistant aussi aux Celtics de 2019 à 2022 et donc head coach depuis quelques mois. Antoine, non loin de Boston, est-ce que tu peux nous décrire un peu le profil, le parcours et puis surtout la philosophie de coach peut-être de Joe Mazzulla? Ouais, clairement, alors c'est un coach très très intéressant. Déjà, il a 34 ans, donc c'est-à-dire qu'il est plus jeune que nous tous là sur l'émission. Il est né dans le Rhode Island, donc pas loin des Celtics, dont il était fan. Et ce qui est marrant, c'est que quand il était à la fac, il était roommate avec le fils de Jerry West, qui était gros fan des Lakers. Donc au final 2008, ils les ont regardés ensemble, sans se friter sur la gueule, mais du coup avec des intérêts très différents quant aux futurs champions. Et il a fait pas mal de conneries en fait dans sa jeunesse. C'était un joueur, il même dit qu'il n'avait pas vraiment d'identité, il savait pas trop qui il était, et ça l'a mené à faire pas mal de conneries un petit peu sur le terrain, hors terrain, qui l'ont valu des sanctions disciplinaires, jusqu'à un moment avoir une interrogation dans un bar où en fait il a saisi une femme par la gorge. Donc là ça allait un petit peu trop loin, et il s'est retrouvé à un potentiel procès qui a été litigé avant. Et il dit que depuis, il y a eu un avant, un après, qui s'est dit qu'il fallait vraiment qu'il trouve une direction, et même plus que ça, qu'en fait, il se trace une ligne et qu'il ne pouvait plus jamais franchir cette ligne-là. Il s'est reposé sur sa foi chrétienne, et d'ailleurs, ça a donné une scène comique, là, récemment, quand le prince William et la princesse Kate étaient à un match à Boston. On lui a posé la question après, qu'est-ce que vous avez pensé de devoir jouer devant la famille royale? Et il a répondu, qui ça, Jésus, Marie et Joseph, parce que moi, c'est la seule famille royale que je connais. Et donc, du coup, ça n'a pas trop fait rire, en fait, parce qu'on ne comprenait pas trop
son délire, mais bon. En tout cas, voilà, il s'appuyait là-dessus et je pense que ça l'aide parce que mine de rien, c'est beaucoup de pression. Déjà, d'être coach des Celtics, c'est toujours une énorme pression, c'est une énorme franchise. Mais en plus, là, il y a quand même eu l'histoire avec Ime Udoka, ça a mis un sacré bazar à l'intérieur de l'organisation et on sort d'une finale NBA, on veut partir sur des bases saines. Finale NBA perdue en plus, donc il y a cette soif de revanche. Et en fait, il apporte une vraie stabilité par sa personnalité. C'est quelqu'un qui fait très 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 attention aux détails. Malcolm Brogdon, qui venait d'arriver, en a témoigné. Il a fait une séance avec lui, il a vu faire des exercices de respiration. Mazzulla a vu Brogdon faire des exercices de respiration, est venu le voir, lui a parlé plein de trucs en détail, etc. Donc il l'a noté. C'est quelqu'un qui est très respecté dans l'organisation des Celtics. Il faisait déjà partie du staff de Brad Stevens. En fait, c'est le seul qui est resté du staff de Brad Stevens ensuite au staff d'Ime Udoka l'an dernier, parmi les assistants. Il est très fort en player development et c'est un player's coach. Je pense que c'est le fait qu'encore une fois, il est jeune, il a quasiment l'âge de certains joueurs NBA et il a lui-même été meneur. Il est allé au Final Four avec West Virginia. D'ailleurs, s'il avait gagné contre Duke, il aurait joué contre l'équipe de Brad Stevens, Butler, quand ils sont allés au Final Four. Et voilà, et en plus, il a une personnalité en fait assez calme, un peu comme Stevens, un peu comme Udoka. C'est pas des gens qui parlent beaucoup, en tout cas dans la sphère publique, mais qui par contre sont des vrais leaders à l'intérieur d'un groupe. Et donc voilà, beaucoup de respect. Je reprends un peu la main parce qu'on a un peu pris par le temps, désolé. Justement, sur la personnalité assez calme de Joe Mazzulla, on se posait la question de savoir en quoi ça fitait bien avec les stars des Celtics, Jason Tatum et Jaylen Brown aussi. C'est une question peut-être qu'on peut se poser surtout à Fred. Et est-ce qu'il a également fait oublier Ime Udoka, du coup, du fait d'un bilan très positif, 20 victoires et 5 défaites, premier à l'Est? Alors, il l'a fait oublier, évidemment, parce qu'il joue un basket très offensif. Et déjà, ce n'était pas forcément la base de Ime Udoka, parce que lui, il prenait plus la défense. Alors, il a l'inconvénient de ne pas avoir Robert Williams aussi. Donc, forcément, tu étais obligé de jouer un peu plus offensif. Tu vois le cercle comme une bassine, c'est dommage de faire autre chose. Parce que concrètement, ils sont tellement adroits, tellement forts offensivement que ce serait dommage de faire autre chose. Même si sur les 2-3 derniers matchs, ils sont un peu moins bons offensivement. Ouais. Mais oui, il l'a fait oublier parce que aussi, du côté des Celtics, on est bien content de le faire oublier. Parce que quand il y a une affaire comme avec Udoka, parce qu'encore une fois, tout n'est pas sorti, mais apparemment, c'est un peu beaucoup plus sale que ce qu'on pense vraiment. Donc on se dit que c'est plutôt à l'avantage des Celtics, à l'avantage de la Ligue et à l'avantage de cette équipe qui tombe très très bien. Ça aurait pu ne pas marcher, par contre. Ça aurait pu ne pas fitter, mais encore une fois, il a mis le fait qu'il soit calme, posé, il a mis ses stars en confiance, ça aide tout le monde est dans le bon mood. Brogdon fait énormément de bien aussi, parce qu'il ne faut pas l'oublier non plus, il est stabilisateur aussi et il a apporté énormément en arrivant. De vestiaire, etc. Honnêtement, c'est lui aussi un joueur plutôt calme et c'est hyper intéressant. Et franchement, quand tu vois l'équipe, Tatum, Brogdon, Smart, White, Grant Williams, Horford, Griffin. Alors Griffin qui a joué un petit peu sur le dernier match, mais qui ne joue pas beaucoup. T'as une belle équipe quand même. Cohérente. Avec des vétérans sur lesquels le jeune coach peut s'appuyer. Kevin, tu as été dans les vestiaires NBA. Quand on voit un coach arriver qui a quasiment le même âge que certains joueurs, comment on réagit? Après, c'est vrai qu'il a 34 ans. Bon, pour corriger Antoine, j'ai 32 ans. Okay. Et juste pour dire à Antoine, on se retrouvera. Voilà, aussi. Moi aussi, je sais mettre des baffes à la Angelo, fais gaffe. Mais après, en fait, une fois que tu es en position, je pense pas déjà pour commencer que c'est pas forcément aux joueurs de donner leur avis sur le coach. Ouais. Si les general managers ont estimé qu'il avait les épaules pour supporter cette position et pour être là, en fait. Tu vois, je pense que tout le monde a dû l'accepter. Déjà, tu arrives et en fait, on te dit que c'est le nouveau coach, en fait. Ouais, mais quand tu es une superstar, il te pose pas la question un petit peu quand même? Non, mais je sais pas, je connais pas la réponse. Forcément, t'attends moi à dire, mais même en fait. Je pense pas que la question se pose après qu'il est signé. Si elle est posée, elle a peut-être été posée en amont, peut-être à Tatum. On leur a peut-être posé. Et s'il est là, c'est qu'ils n'ont pas forcément, ils n'étaient pas contre. Surtout si le mec était déjà assistant, était déjà dans le groupe. Tu vois, après c'est vraiment à toi l'image que tu te donnes et comment les gens vont te voir dans le groupe, comment ils vont te percevoir. Mais en tout cas, moi je trouve ça fou parce que je sais pas si vous avez fait attention, mais les Boston Celtics, c'est une franchise ces derniers temps qui prennent que des nouveaux coachs un peu et ils ont commencé avec Brad Stevens. Quand il l'a ramené, moi j'étais encore dans la ligue et on trouvait que c'était un génie sur sa façon de faire. Trois coachs, on reste bien sur le plan du coaching. Donc tu vois, ils vont vraiment chercher des coachs. Ils se disent pas on peut prendre, allez on va prendre un tel à Houston, allez on va prendre vraiment c'est et je trouve ça cool parce que ça ouvre des choses et puis même de se dire qu'à 34 ans,
T'es coach, en fait, je trouve ça, c'est une réussite incroyable parce qu'en NBA, il faut attendre, il faut 40 ans passés. Stratégiquement, c'était pertinent aussi. Tu vois? Stratégiquement, c'était très pertinent. Parce que tu prends un mec qui est... Pertinent ou d'abord surprenant? Pertinent. Et pas surprenant? Alors, surprenant, ça peut surprendre. 34 ans. Alors, sans expérience je vais te dire pourquoi c'est pertinent. significative. Tu es dans un embroglio médiatique horrible. Tu sais pas quelle direction prendre exactement. Tu essaies de gérer en interne. Donc, de recruter un coach peut-être avec un CV plus clinquant, avec qui l'attente des résultats immédiats serait ce qu'elle serait. Tu avais une équipe qui sort tout juste des finales NBA et tu as, entre guillemets, le temps de prendre quelques mois pour voir la direction que tu prends avec ton coach. Sachant que tu peux très bien te dire, on a tenté de garder les choses in-house justement, à l'intérieur de la maison, on essaye de donner une opportunité à quelqu'un de l'organisation en qui on a confiance et en qui on voit le potentiel. Derrière, ça ne se concrétise pas, on peut toujours dire, vu qu'on a été pris par le temps, parce que c'est littéralement la saison est sur le point de commencer, et mais Udoka, on est obligé de le suspendre. Tu ne peux pas trouver un coach et prendre le temps de faire les interviews et de faire le processus. Après, tu l'as dit, hein, Brad Stevens, c'est au-dessus. Hein. Bien sûr. Ça me fait penser un peu à Pat Riley à Miami. Tu vois, c'est ça. Il est là, il supervise. Donc, il n'est pas lâché complètement tout seul. Et il le connaissait déjà, il savait ce qu'il était capable de faire. Donc, effectivement, une solution interne. Hein. C'est une solution interne. Ça peut nous surprendre, je suis d'accord avec Angelo. Mais concrètement, lui, il avait déjà vu le potentiel du mec et ils avaient déjà travaillé ensemble, il savait exactement ce qu'il était capable de faire. Et l'élément d'après, c'est la notion justement de l'équipe vétéran. C'est-à-dire que si tu as des mecs qui sont relais du coach et qui sont messagers de la bonne parole, si tu veux. Et c'est, je pense, une bonne métaphore vu le bonhomme, mais ils sont messagers de la bonne parole. En gros, les gars, on a un nouveau coach, mais on doit essuyer l'affront qu'il y a eu autour de notre franchise. On a un statut à défendre. Il y a eu toute cette mauvaise presse qui nous concerne et on est tous baignés dans cette merde à cause de ce qui s'est passé avec Ime. Remettons le terrain au centre du débat, aidons le nouveau coach, peu importe la philosophie, essayons, donnons-lui sa chance. Faisons corps autour de ce projet. Et espérons qu'il ne conclue personne, se passe. Et c'est parfait. Et c'est pour ça qu'ils sont aussi déliés, adresse, tout le monde en confiance. Ça parle du truc humain qui se passe. Melvin, ton avis sur, il a l'air en plus d'en douter, ton avis sur l'intronisation de Joe Mazzulla et surtout la réussite qu'il a en ce début de saison? Ouais, non, je faisais une petite moue parce que je pense pas que ce soit juste cette raison-là pour laquelle ils ont la meilleure attaque historiquement, statistiquement de la NBA cette saison-là. Je pense qu'il y a une continuité, c'est je pense que ce que disait Angelo, avec l'équipe de l'année dernière et avec le style du Udoka, mais par contre, il a réussi à ajouter sa patte à cette fondation. Et moi, ce qui m'impressionne, c'est vraiment sa créativité sur le plan offensif. C'est-à-dire que si on se rappelle la saison dernière, l'attaque des Celtics pouvait être un peu stagnante contre des bonnes défenses. On l'a vu notamment contre les Warriors en finale, alors que cette année, il a vraiment incorporé beaucoup plus de mouvements à l'opposé du ballon. Et c'est pas juste les autres joueurs, c'est aussi Tatum, c'est aussi Brown, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de « je prends la balle, j'attends, je fais 50 dribbles pour essayer de jouer un contre 1 ». Non, maintenant, c'est le 1 contre 1 vient dans un flow qui est vraiment meilleur. Et je pense que c'est ce mouvement-là qui permet aux Boston Celtics d'être extrêmement adroits et d'être sur un nuage offensivement. Et ça c'est vraiment le taf de Joe Mazzulla. Donc Joe Mazzulla qui fait progresser individuellement et collectivement donc, les Celtics qui étaient déjà finalistes NBA. Donc ça promet, hein, il y a encore quelques mois de saison régulière pour affiner les armes et puis essayer d'aller chercher un titre NBA dans quelques mois. On va aussi surveiller l'évolution de ces jeunes Celtics et de ce jeune coach. On va surtout conclure cette émission. Le temps passe très très vite. On va remercier nos deux correspondants aux États-Unis. Un seul des deux, si c'est possible de remercier. L'autre, non. Merci. L'autre, alors ok, on oublie. Non, on va pas t'oublier, Antoine. Tu mérites quand même nos remerciements, ta présence régulière dans Hype. Merci beaucoup. On te retrouve très vite, bien sûr. Melvin également. Merci Melvin. On sait que tu te lèves du côté de San Francisco. On va remercier Angelo avec sa belle veste en l'honneur de la Grèce, hein, je crois, c'est ça ? Exactement. Merci au Big Camp et à Fred Weiss, un petit peu partout et surtout présent avec nous dans Hype. Ça nous fait bien plaisir. Kevin Sarafin était dans Hype cette semaine. Je vous cours après depuis quelques temps. Je suis bien content de l'avoir reçu. Tu reviens quand tu veux. Okay. C'était un plaisir de t'avoir. Ça me plaît bien. Et puis on remercie toute la communauté de nous suivre de plus en plus nombreux, toujours aussi nombreuses même d'ailleurs. Retrouvez le programme en replay sur l'application de Sport en France, sur le site web de Sport en France et sur le YouTube de Hype. N'hésitez plus, vous y allez, vous likez, vous commentez et on discutera bien sûr avec vous de tout ça et on se retrouvera la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Hype. Ciao.